Allô, bonsoir. Alors oui, bonsoir, docteur. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Donc, aujourd'hui, nous allons faire deux cours. D'abord, l'immunité antiparasitaire. Ensuite, nous allons voir l'immunité antivirale. Donc, pour ce premier cours sur l'immunité antiparasitaire, nous allons suivre ce plan. Après une brève introduction, nous allons voir les caractéristiques des infections parasitaires. Aussitôt après, nous allons aborder la réponse immunitaire antiparasitaire. Nous allons voir en détail les mécanismes effecteurs avant de passer au mécanisme d'échappement des parasites. Et après ce chapitre, nous allons voir l'immunopathologie induite par ces parasites avant de conclure. Donc, pour introduire ce sujet, nous dirons que les infections parasitaires constituent un réel problème de santé publique mondiale. Il y a une bonne adaptation des parasites à l'hôte, mais ces parasites disposent d'un cycle qui est le plus souvent très complexe, avec différents stades dans l'organisme, mais également des antigènes qui sont variables. Donc, de ce fait, la réponse immunitaire est très complexe et très variable et dépend des stades parasitaires. Donc, il y a une étroite corrélation entre les phénomènes immunopathologiques et les réactions mises en place pour protéger l'individu. Donc, l'objectif ici, c'est soit de diminuer la charge parasitaire ou bien d'éliminer le pathogène sans entraîner des lésions parasitaires graves. Donc, pour l'intérêt, il faut d'abord rappeler que les parasitoses sont très fréquentes dans le monde. Donc, par exemple, pour les infections dues aux helminths, on estime à peu près à plus de 2 milliards d'individus infectés par ces parasites. Il y a également le paludisme qui fait partie des protozoaires qui sont aujourd'hui très, très fréquentes. Donc, maintenant, qu'en est-il des caractéristiques de ces infections parasitaires? Donc, d'abord, il faut rappeler que les parasites peuvent être divisés en deux grands groupes. Il y a ce qu'on appelle les endoparasites. Et de l'autre côté, nous avons les ectoparasites. Donc, dans le groupe des endoparasites, vous avez les helminths qui sont subdivisés en vers ronds et en vers plats ou platelminths. Vous avez les platelminths et les nématelminths. Donc, et les helminths sont caractérisés par le fait que c'est des organismes pluricellulaires, donc ils ont plusieurs antigènes. Et pour les protozoaires, c'est des micro-organismes unicellulaires. Donc, et pour les ectoparasites, vous retrouvez là-bas les poux, les puces, qui sont surtout localisés. Donc, l'autre caractéristique, donc, c'est ces pathogènes peuvent être pluricellulaires ou unicellulaires. Ils possèdent le plus souvent des cycles biologiques qui sont complexes. Parfois, le cycle se déroule chez l'autre, ou bien une partie du cycle se déroule chez l'autre et l'autre partie dans l'environnement ou bien dans d'autres hôtes. Alors, ils sont dans la multiplication, on note des phases intracellulaires et des phases extracellulaires. C'est pourquoi, dans la réponse immunitaire, nous pouvons avoir des réponses de type TH1 associées à des réponses de type TH2. Et il y a une très grande complexité d'antigènes. Donc, en fonction des cycles, parfois, il y a des modifications antigéniques. Et tout ceci va expliquer la persistance de ces parasites sous forme chronique dans la plupart des cas. Donc, les infections parasitaires sont le plus souvent sous forme chronique. Alors, pour ce qui est des micro-organismes, il faut retenir que les parasites sont beaucoup plus grands comparés aux virus et aux bactéries. Donc, ils sont très grands. Donc, ils possèdent plus d'antigènes que les bactéries et les virus. Par exemple, ici, à l'œil nu, on peut observer les ténias, les vers de Guinée, les schistosomes, parce que c'est des micro-organismes de très grande taille comparés aux virus qui sont observés au microscope électronique. Une partie des bactéries et des parasites
sont visibles au microscope optique. Par contre, pour les vers, les plaques helminths et les némates helminths, parfois on peut les observer directement à l'œil nu. Donc, quelles sont les maladies causées par les vers et ces helminths? Bon, il y en a plus de maladies causées par ces protozoaires et ces helminths, et la localisation des pathogènes est très variable et dépend des facteurs de virulence de ces parasites. Par exemple, au niveau du système nerveux central, on a des infections à Toxoplasma gondii, à Trypanosoma, qui sont, ou bien encore à Plasmodium falciparum, qui peuvent infecter le système nerveux central. Par exemple, pour le Plasmodium, on peut avoir un neuropaludisme. Donc, au niveau hépatique, nous avons l'intégra solitaire qui est responsable. S'il vous plaît, veuillez fermer vos micros. Entomoeba solutica, qui est responsable des amybiases hépatiques. Alors, au niveau du cœur, nous avons Trypanosoma cruzi. Donc, pour les helminths, nous avons des parasites qui peuvent occasionner des infections cutanées. C'est le cas, par exemple, de l'Onchocerca volvulus. Il y a également au niveau musculaire des parasites comme Trichinella spiralis. Au niveau pulmonaire, nous avons les larves de nématodes. Donc, pour dire que les parasites peuvent être retrouvés dans différentes localisations de l'organisme, donc dépendant de leur facteur de virulence, mais également de leur cycle. Donc, l'organisme va mettre en place également des réponses pour essayer de contrer, de protéger l'organisme contre ces parasites. Maintenant, il y a des sujets qui sont naturellement résistants à ces infections parasitaires. Et en général, ces résistances sont plus souvent liées aux variations au niveau des gènes. Par exemple, un déficit en gène de synthèse de substances nécessaires à l'invasion, à la croissance ou encore à la multiplication des parasites. Par exemple, nous avons pour le cycle de Plasmodium. Si vous pouvez augmenter votre écran. Je demande si vous pouvez augmenter votre l'écran. Si vous pouvez l'augmenter. Si vous pouvez mettre sur forme diaporama. Ok. C'est bon comme ça. Oui, c'est bon. Donc, il y a des variations, par exemple, par déficit en gène, essentielles à l'invasion, la croissance ou à la multiplication du parasite. Nous avons l'exemple du Plasmodium, déjà pour la pénétration. Donc, ce sont les sporozoïdes qui sont injectés au niveau du corps humain. Et ces sporozoïdes vont suivre un cycle de multiplication. Donc, on aura d'abord une phase érythrocytaire, une phase exo-érythrocytaire, ensuite une phase endo-érythrocytaire. Donc, la phase exo-érythrocytaire va se dérouler au niveau des hépatocytes, donc où on aura une chrysogonie. Maintenant, pour l'invasion, il faut d'abord interaction avec la glycophorine. Il y a également une phase, par exemple, la présence de l'hémoglobine S, de l'hémoglobine AS, la forme AS ou bien un déficit en G6PD sont des formes qui peuvent protéger contre cette invasion des globules rouges. Donc ici, vous avez différentes mutations qui touchent aussi bien l'hémoglobine, le système HLA ou bien le système de groupage sanguin qui peuvent protéger, par exemple, contre le plasmodium. Donc, on a vu que les études ont montré que la présence de l'hémoglobine S protégerait contre le paludisme, de même que la présence de l'allèle HLA-B53 protège également contre le paludisme. L'absence de
de l'antigène du FI protège contre le paludisme. Il y a également des variations génétiques qui peuvent protéger aussi bien les lésions. Parce que pour les scystosomes, on a vu que des variations sur les gènes de l'interleukine 4 ou bien de l'interleukine 3 conditionnent la sensibilité aux scystosomes. Donc, pour la réponse immunitaire, effectivement, on aura 3 niveaux de défense. Il y a d'abord les défenses non spécifiques, qui sont surtout liées à la peau intacte, aux muqueuses, mais également au niveau des substances sécrétées par ces muqueuses. Nous avons comme deuxième ligne de défense les cellules de l'immunité innée, à savoir les phagocytes, qui sont surtout intéressantes pour les petites parasites, mais également des substances toxiques sécrétées par certaines cellules. Nous avons également la défense spécifique représentée par les cellules T et les lymphocytes B qui coopèrent surtout pour la synthèse d'anticorps. Mais globalement, pour une réponse immunitaire efficace, il faut une interaction, une coopération entre la réponse innée et la réponse adaptative. Donc, en fonction de l'efficacité de ces réponses, on peut avoir une immunité active apparente avec mise en cause de la seule immunité naturelle, par exemple pour la leishmaniose viscérale. On peut avoir également une immunité stérilisante qui permet d'avoir une guérison associée à une élimination totale du parasite et une résistance à une nouvelle infection. C'est le cas, par exemple, de la leishmaniose cutanée. On peut avoir comme troisième type d'immunité, une immunité non stérilisante, c'est-à-dire qu'on a acquis une résistance, mais il y a une persistance du parasitisme. Donc, en général, c'est le cas, par exemple, de la formation de granulomes ou bien du paludisme pour protéger l'individu avec une immunité qui est non stérilisante. Donc, on essaie de trouver un équilibre entre le parasite et l'autre. Donc, quels sont les mécanismes effecteurs? Donc, globalement, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs cellules et molécules qui sont impliquées à cette réponse, dépendant d'abord de la taille, de la localisation du pathogène, mais également de leur nombre. Donc, globalement, après la pénétration de ces pathogènes, ils vont être pris en charge par les cellules dendritiques qui peuvent interagir avec les cellules de l'immunité innée, à savoir les cellules intra, les macrophages, mais également les polynucléaires neutrophiles. Et après, maintenant, ces cellules dendritiques vont migrer au niveau des nœuds lymphatiques, les peptides, les motifs des cellules entre les sites T et sites B, où on aura une suite d'immunoglobuline E, mais également une coopération entre les lymphocytes CD4 et les CTL. Et ces CTL vont participer à la destruction des pathogènes via plusieurs systèmes, tels que le système phase ligand. Mais pour les parasites, c'est globalement par l'intermédiaire de sécrétion d'interférons gamma qui vont activer davantage de macrophages. Donc, globalement, d'abord, il y a une phase de reconnaissance et de migration et une interaction entre les différentes cellules. Par exemple, la CPA, la cellule présentatrice d'antigènes, peut présenter au lymphocyte TH0, qu'on appelle les cellules T naïves. Et ces cellules T naïves, en fonction de la nature de l'antigène, peuvent soit coopérer avec les lymphocytes B, et ceci va nous permettre d'avoir une différenciation et une réponse orientée TH1, surtout pour les parasites intracellulaires, ou bien une réponse TH2 pour les parasites extracellulaires comme les helminths. Et les CTL peuvent également, les CTL ou lymphocytes T CD8 peuvent également faire une prise directe via plusieurs systèmes. Donc, et après la réponse, on aura une production de cellules mémoire, mais également de plasmocytes sécréteurs d'anticorps, et le plus souvent, c'est des anticorps de type immunoglobuline. Donc, et cette réponse va dépendre maintenant de la nature d'abord du parasite. On a parlé de parasites, d'endoparasites, mais également d'ectoparasites. La réponse va dépendre de la localisation de ces parasites, si des parasites à développement extracellulaire,
ou bien qui combinent un développement et extracellulaire. Ça dépend également de l'antigénicité, mais de l'antigénicité du parasite, mais aussi de la taille. Et on peut avoir différents types de réponses pour assurer une protection de l'individu. Donc, en fonction de la taille, de la localisation, on peut avoir, par exemple, une localisation extracellulaire. Et dans le milieu extracellulaire, on a deux compartiments. On a l'espace interstitiel, à savoir entre le sang et la lymphe, ou encore au niveau des surfaces des cellules épithéliales. Donc, au niveau interstitiel, par exemple, on a les filaires, les trichines, les trypanosomes, les cysto et les plasmodiums. Et ici, la réponse protectrice sera médiée par la production d'anticorps, mais également l'activation du complément et de la phagocytose par les polynucléaires et les macrophages. Maintenant, pour les cellules, pour les parasites localisés au niveau des surfaces, au niveau des muqueuses, comme l'ascaris, les cystosomes, ce sera surtout une protection médiée par la sécrétion d'anticorps type IgA, mais également par la libération de peptides antimicrobiens. Donc, pour les parasites intracellulaires, donc avec deux localisations, soit au niveau du cytoplasme, ou bien des parasites qui forment des vésicules intracytoplasmiques. Pour les parasites à localisation cytoplasmique, nous avons l'exemple des plasmodies, mais également des toxoplasmes. Et là, la réponse protectrice va passer par les CTL ou bien les NK qui peuvent entraîner une lyse directe des cellules parasitées. Il y a également pour les parasites sous forme de vésicules intracytoplasmiques tels que Leishmania et Trypanosoma. On passe par une activation des macrophages et cette activation va dépendre surtout des cellules lymphocytaires T helper de type 1, mais également des cellules NK. Donc, quel est le rôle des lymphocytes T helper? Alors, il faut noter que les lymphocytes, l'orientation de la réponse de ces lymphocytes va dépendre de l'environnement cytokinique. Et cet environnement cytokinique, par exemple, est fourni par la cellule présentatrice d'antigènes. Par exemple, si vous avez une cellule qui va faire, par exemple, une endocytose des antigènes, ensuite, il va migrer au niveau des nœuds lymphatiques. Et en fonction des cytokines libérées, par exemple, si cette cellule présentatrice d'antigènes libère l'interleukine 12 et l'interleukine 27, il va orienter la réponse vers les TH1. Et cette réponse TH1 est surtout importante pour les parasites à localisation intracellulaire comme les protozoaires. Donc, et là, cette cellule TH1 va surtout sécréter de l'interféron gamma, et cet interféron gamma peut, dans certaines mesures, activer d'autres macrophages pour avoir une lyse médiée par ces macrophages. Il y a également la possibilité de passer par une réponse TH2. Et cette réponse TH2, après interaction de la cellule présentatrice d'antigène avec une lymphocyte T naïve, si la CPA produit de l'interleukine 4 et de la CCL2, elle va orienter la réponse vers un phénotype TH2 avec production des interleukines 4, 5, 9, 13, entre autres. Et cette réponse TH2 est surtout importante pour les éléments à localisation extracellulaire. Il y a également d'autres types de réponses qui sont possibles, comme par exemple la réponse TR3, qui sont la production de cellules T régulatrices avec des cytokines régulatrices comme l'interleukine 10 ou bien la TGF-bêta qui permettent de moduler la réponse immunitaire. Donc, si on a des réponses des parasites extracellulaires, donc on va privilégier la réponse TH2. Donc, et cette TH2 va permettre une suite isotopique des lymphocytes B avec production d'immunoglobuline E. Et ces immunoglobulines E peuvent maintenant venir activer soit les basophiles et les polynucléaires eosinophiles qui vont assurer la lyse des cellules. Maintenant, si on a des parasites intracellulaires, nous allons passer par la réponse TH1 et cette réponse TH1 va surtout produire des interférons gamma qui vont activer davantage les macrophages et les polynucléaires neutrophiles qui vont assurer en partie la lyse de ces parasites extracellulaires
hein, mais également les CTL vont participer à cette lise. Donc là, l'immunité est médiée surtout par les cellules pour les parasites intracellulaires. Par contre, pour les parasites extracellulaires, l'immunité passe surtout par la production d'anticorps et l'effet des anticorps. Donc là, c'est les méthodes d'activation des voies TH1 ou réponse TH2. Donc l'activation d'une cellule lymphocytaire T naïve par une cellule présentatrice d'antigène. Ici, il y a plusieurs possibilités, mais nous allons nous intéresser à la réponse TH1. Cette réponse TH1 est surtout importante pour les parasites intracellulaires parce que la cellule TH1, la réponse TH1 permet d'activer des macrophages, mais également des CCT, c'est-à-dire des CD8. Maintenant, pour la réponse TH2, elle est surtout essentielle pour les parasites extracellulaires comme les helminths, parce qu'il permet d'avoir une coopération entre lymphocyte B et interagit avec. Cette réponse permet d'activer les mastocytes, les polynucléaires éosinophiles et les polynucléaires basophiles. On va voir les mécanismes d'activation médiés par la réponse TH2. Donc, les cellules T helper sensibilisées lors d'une réaction secondaire avec le même peptide associé au CMH vont libérer des cytokines. Et ce sont ces cytokines-là qui vont assurer en partie la réponse TH, la réponse de ces cellules. Par exemple, pour les T helper de type 1, les cytokines produites vont permettre d'activer les cellules CD8, les cellules NK, mais également les polynucléaires et les macrophages. Parce qu'ici, on doit réagir face à un pathogène qui est intracellulaire. Donc, il faut qu'on mobilise les cellules qui peuvent détruire des cellules parasitées. Alors que pour la réponse TH2 s'intéresse, bien permet de réagir face à un pathogène qui est extracellulaire, donc par libération d'anticorps. Donc, ici, vous avez le résumé des différents profils qu'on peut avoir. Par exemple, si on a une CPA qui présente à une cellule T naïve, on va avoir un contingent de cellules mémoire, mais également un contingent de cellules effecteurs. Donc, et ici, par exemple, pour les cellules qui expriment le marqueur CD4, on va avoir 3 sous-populations. Par exemple, la sous-population TH2 va sécréter des cytokines dites cytokines TH2 et il va interagir avec les cellules B et va permettre une switch isotopique. Il va permettre à la cellule B de produire, de quitter la production d'IgM et de migrer vers la production d'immunoglobuline E. Donc, et ceci va permettre de détruire les parasites extracellulaires par l'action des anticorps. Il y a également les TH1 qui vont activer davantage de macrophages et de CTL pour détruire les pathogènes intracellulaires, donc les parasites, les cellules parasitées. Donc là, vous avez par exemple, en fonction des parasites, donc les réponses protectrices. Par exemple, pour les toxoplasmes, par exemple, pour une toxoplasmose, la réponse protectrice est essentiellement médiée par le phénotype TH1, mais il y a également un phénotype TH2 support qui est produit. Donc, pour le paludisme, la réponse protectrice est essentiellement médiée par la réponse TH2. Donc, voilà. En fonction des stades également, on peut avoir parfois 2 types de réponses. Donc, quelle est l'action des lymphocytes TCD8? Les CD8, c'est des cellules qui vont assurer une lise, une destruction des cellules parasitées par plusieurs systèmes. D'abord, ils peuvent utiliser le système perforine-granzyme. D'abord, la perforine va perforer la membrane, puis les granzymes vont assurer la destruction. Donc, les CTL préalablement sensibilisés à l'antigène parasitaire, il y a une première sensibilisation par les cellules dendritiques et ceci va permettre de pouvoir détruire carrément les cellules parasitées après une reconnaissance. Donc, suite à une liaison du TCR au complexe antigène parasite, la présence de molécules d'adhésion, cette cellule sera capable de détruire la cellule parasitée par l'intermédiaire de son système perforine-granzyme.
Donc, ces cellules peuvent également induire l'apoptose des cellules parasitées par la sécrétion de protéines comme la perforine granzine. Il y a également un rôle joué par les macrophages, parce que ces macrophages, dans la réponse TH1, ces macrophages sont activés par l'interféron gamma et ils vont venir phagocyter les cellules parasitées fixées, préalablement opsonnisées par des anticorps. Donc, après une reconnaissance des RFC par les fragments FC, donc interaction FC-RFC, ce macrophage va venir phagocyter les cellules parasitées. Donc, il y a également les polynucléaires neutrophiles avec au moins 4 actions. Ils peuvent sécréter des granules toxiques. Ils peuvent également phagocyter en fonction de la taille du pathogène ou encore faire une lyse médiée par le NET. Et après, ils vont produire des cytokines qui vont permettre d'amplifier la réponse. Donc, globalement, les polynucléaires neutrophiles et les macrophages, ils vont assurer la destruction des parasites, des cellules parasitées ou encore des parasites intracellulaires, la production des dérivés toxiques de l'oxygène et de l'azote. Ils vont également produire d'autres cytokines pour amplifier la réponse. Donc, il y a également une destruction des parasites extracellulaires par phagocytose des immunocomplexes, donc ce qu'on appelle ADCC. Il y a également une possibilité d'activer les cytokines. Donc, les polynucléaires et les macrophages sont activés par l'interféron gamma. Pour des parasites de petite taille, par exemple les cystosomes et les plasmodiomes, ils peuvent faire une destruction médiée par la phagocytose. Maintenant, en cas d'infection chronique, on a une diminution de la production d'interféron gamma et un phénomène de tolérance. Donc là, vous avez par exemple les différentes cellules qui peuvent participer à la lyse des schistosomes. Donc, il y a l'activité des compléments qui vont agir comme via le complexe d'attaque membranaire, par production de complexe d'attaque membranaire pour assurer une lyse ou bien de fixer sous forme de C3b comme opsonine. Donc, et les lymphocytes T peuvent également sont des producteurs d'interféron gamma. Et cet interféron gamma, en cas d'infection chronique, il y a une diminution de la production. Et là, on tourne vers une tolérance. Donc, la résistance à la réinfection après un traitement médicamenteux est corrélée avec par les helminths. On a globalement une réponse TH2. Donc, qui dit réponse TH2 dit mobilisation des immunoglobulines E qui vont activer les polynucléaires, éosinophiles, mais également les basophiles et les mastocytes. Et les polynucléaires peuvent agir par une cytotoxicité dépendante des anticorps contre les parasites, assurant une destruction des vers avec une libération de grandes quantités d'histamine. Et ils vont générer, ces cellules sont activées par l'interleukine 5 et l'interleukine 5 est sécrétée par le TH2. Ils sont attirés par des médiateurs sécrétés par les mastocytes. Donc, c'est pourquoi dans les helminths, on a une hyperéosinophilie. Parce que ici, la réponse protectrice passe par les éosinophiles. Donc, au niveau des muqueuses, on a des cellules T de l'intestin qui vont être stimulées avec l'antigène parasitaire et ils vont produire des cytokines. Et ces cytokines vont permettre soit d'augmenter la sécrétion des mucus par les cellules caliciformes de l'épithélium intestinal, et ceci va permettre d'expulser les vers adultes. Donc, au niveau de la muqueuse intestinale, donc la réponse au niveau des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, donc on a des cellules qui sont stimulées. Et puis, on peut avoir une augmentation de la muqueuse avec comme effet une expulsion des vers. Quel est le rôle des anticorps? Donc, pour les anticorps, il faut noter d'abord que la production des anticorps dans les maladies parasitaires passe par une coopération entre lymphocyte TCD4 et un lymphocyte B. Et après cette coopération, maintenant,
on aura un switch, une commutation isotopique avec pour résultat la génération de plasmocytes producteurs d'anticorps. Donc, et cette réponse est indispensable pour les helminths. Donc, parfois, on peut avoir une hyperproduction d'anticorps par une stimulation du système immunitaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les hypergammaglobulines qui sont non spécifiques aux parasites. Donc, pour les anticorps, ils ont plusieurs rôles. On peut avoir une lyse directe du parasite. Et cette lyse peut être médiée par le complément suite à la fixation des anticorps comme immunoglobuline M, G ou A. C'est le cas, par exemple, des sporozoïdes de Plasmodium qui sont des parasites de très petite taille, des sporozoïdes de Plasmodium, de Trypanosome, mais également des vers intestinaux. Et ceci va permettre de faire une destruction extracellulaire des parasites. Donc, il y a une lyse directe ou bien une lyse médiée par le complément ou encore la production d'anticorps neutralisants. Et ces anticorps neutralisants ont la capacité de se fixer sur les cellules cibles en camouflant, en masquant les sites d'attachement du parasite. Et ce mécanisme est observé pour Plasmodium, Toxoplasma gondii, mais également pour les trypanosomes. Donc, ces parasites vont venir se fixer ces anticorps vont venir se fixer sur les parasites et les empêcher de se fixer sur leur site d'attachement. Il y a également la possibilité de produire des anticorps qui vont jouer le rôle d'opsonine. Ils vont se fixer d'abord. Ensuite, ils vont être reconnus via la partie FC par les récepteurs RFC exprimés par les phagocytes. Et ceci va faciliter la phagocytèse par les macrophages. Il y a également la capacité que les anticorps ont d'activer les cellules NK ou bien les cellules NK ou bien les polynucléaires neutrophiles ou éosinophiles qui vont venir une fois que ces anticorps se sont fixés sur les cellules parasitées, ils vont activer ces cellules et ces cellules vont venir faire une lyse médiée par les anticorps, ce qu'on appelle l'ADCC, pour cytotoxicité dépendante des anticorps. Il y a également des phénomènes d'inhibition à l'échappement du parasite phagocyté. Ces anticorps vont inhiber les parasites présents dans le phagosome et empêcher le passage du parasite au niveau du vacuole vers le cytoplasme. Et ceci va favoriser la fusion entre le phagosome et le lysosome. Ensuite, qui dit fusion phagosome-lysosome, une destruction intracellulaire. Alors, nous allons voir maintenant les réponses contre les protozoaires. Maintenant, pour les protozoaires, oui. Les anticorps lors d'une infection parasitaire sont produits par l'intermédiaire de... Pour la production d'anticorps, il y a d'abord une cellule présente au niveau, par exemple, périphérique. Ensuite, il y a un lymphatique. Produit par la sphère va se différencier en TH2. Donc, ce TH2 va migrer, le lymphocyte capte le même antigène et va coopérer maintenant avec le TH2. Et le TH2 va produire une cytokine. Par exemple, une cytokine TH2. Ça va être l'interleukine 5. Et cette cytokine va permettre maintenant au lymphocyte de se différencier en plasmocytes produire maintenant des anticorps. Vous avez compris? Oui, merci. Alors, pour les protozoaires, donc les protozoaires, en général, c'est des parasites qui sont le plus souvent intracellulaires. Ou bien dans le développement, il y a une partie intracellulaire.
Et d'abord, pour la réponse innée, il y a une phase de reconnaissance. Donc, si on prend par exemple l'exemple de Trypanosoma cruzi, de Plasmodium falciparum, de Toxoplasma gondii, ils peuvent être reconnus, par exemple, via leur GPI ou bien via la médecine. Il y a une interaction. Le GPI est considéré comme une pathologie associée au pathogène. Et ces femmes vont interagir avec le complexe TLR6, TLR2. TLR, bon, c'est les toll-like récepteurs de type 2 et de type 6. En fait, il y a également un rôle joué par le CD14 et ceci va permettre maintenant de donner un signal d'activation intracellulaire. Après maintenant, si on génère, par exemple, l'ADN génomique de trypanosome peut être également reconnu au niveau intracellulaire par le TLR9. Donc, chaque motif est reconnu par un TLR spécifique. Et après, il y a un signal, par exemple, il y a une activation, par exemple, de la voie NF-kappa bêta et des MAP kinases. Et ceci va permettre de générer des cytokines. Donc, au niveau nucléaire, il y a de l'ARN messager qui est généré pour synthétiser ces protéines. En général, et ces protéines, c'est des protéines pro-inflammatoires. Maintenant, si on génère par exemple de l'interleukine 10 et du TGF-bêta, ça c'est des cytokines régulatrices. Donc, et ça c'est la première étape de la réponse, c'est la reconnaissance et puis une génération d'un signal d'activation cellulaire. Maintenant, après, par exemple, si c'est une cellule dendritique qui rencontre le pathogène et qui, par exemple, il va faire une endocytose, il va englober ce pathogène et puis il va migrer. Ou bien il peut interagir avec une cellule NK. Il produit par exemple de l'interleukine 12. Et cette cellule NK, en présence de l'interleukine 12, va produire de l'interféron gamma. Il y a également une possibilité que cette cellule rencontre un macrophage activé. Donc, le macrophage activé, il va phagocyter le parasite et puis il va générer également d'autres cytokines comme le TNF-alpha, ou bien il peut libérer des dérivés de l'acide nitrique, des dérivés de l'azote qui peuvent détruire carrément le parasite. Donc, les macrophages activés sont également producteurs d'interleukine 12 et l'interleukine 12, c'est une cytokine qui va activer les cellules T naïves, les TH0. Donc, les TH0 activés en présence de l'interleukine 12, ils vont se différencier en TH1. Donc, pour les protozoaires, la réponse protectrice passe essentiellement par les TH1. Donc, ces TH1 maintenant vont produire d'autres cytokines telles que l'interleukine 2, qui est une cytokine qui permet une prolifération des cellules lymphocytaires. Donc, il y a également une possibilité de coopération avec les lymphocytes B. Ils vont produire cette fois-ci pas d'immunoglobuline E, mais des immunoglobulines G. Donc, les TGF-bêta et l'interleukine 10, ça, c'est des cytokines régulatrices. Donc, par exemple, ici, nous avons la réponse, par exemple, contre Toxoplasma gondii. Donc, Toxoplasma gondii, il va être pris en charge par le macrophage. Et également, il y a une reconnaissance entre le TLR11 et les PAMS du Toxoplasma gondii qu'on appelle les profilines. Donc, après une phase de reconnaissance, il va produire de l'interleukine 12 qui vont venir activer les NK. Donc, et les NK, ici, sont productrices de l'interféron. Mais également, les neutrophiles qui sont des cellules productrices d'interféron gamma. Et ici, l'interféron gamma a pour rôle de renforcer l'activation ou bien le niveau. Si on a l'interféron gamma permet d'avoir des macrophages hyperactivés. Donc, les macrophages hyperactivés vont produire assez de dérivés toxiques de l'oxygène et de l'azote
pour détruire, pour assurer une lyse intracellulaire de ces toxoplasma gondii. Maintenant, si malgré tous ces efforts, le macrophage ne parvient pas à détruire le pathogène, on va évoluer vers la formation d'un granulome. Donc, pour les parasites intracellulaires, si la présence d'un macrophage hyperactivé ne permet pas de produire suffisamment de dérivés de l'oxygène et de l'azote pour détruire le pathogène, on va évoluer vers la formation d'un granulome. Maintenant, on va voir les réponses contre les helminths. Maintenant, pour les helminths, ici, il faut noter que la réponse protectrice passe essentiellement par les TH2. Donc, c'est la réponse TH2 qui assure la protection. Donc, au niveau des nœuds lymphatiques mésentériques, par exemple, la cellule dendritique, après endocytose des pathogènes, des antigènes du pathogène, peut, par exemple, présenter peut présenter au CD4 naïf. Cette CD4 naïf, en fonction de l'environnement cytokinique produit par ce dendritic cells, peut se différencier en cellules lymphocytaires de type TH2. Donc, et cette cellule-là, quel est son rôle? Son rôle, c'est de sécréter d'abord des cytokines, dit cytokines de TH2, à savoir l'interleukine 4, l'interleukine 13, l'interleukine 9 et l'interleukine 5. Et ces cytokines, en plus de ça, maintenant, il va participer à la commutation isotopique. Il va interagir avec le lymphocyte B et va permettre à le lymphocyte B de se différencier en plasmocytes produits. Cette cellule de la sous-muqueuse, donc, va arriver, par exemple, les autres interagir avec une cellule lymphocytaire. Donc, et là, par exemple, au niveau des sous-muqueuses, cette cellule peut activer différentes cellules, à savoir les neutrophiles, les macrophages activés de façon alternative. Et ces cellules, donc, il y a également ici une phase, par exemple, d'infestation par un larve L3. Et ce larve L3 va migrer et traverser les barrières et donner, après 8 jours, il va donner un ver adulte. Maintenant, ce ver adulte, si c'est une réinfestation, ce ver adulte, en fonction de la réponse de l'individu, ce ver adulte va être éliminé par l'action, par exemple, de ces cellules, des macrophages activés alternativement, mais également des neutrophiles, mais également des activités des cellules, surtout des cellules épithéliales qui produisent des mucus, vont permettre de faire une expulsion de ce pathogène. Donc, globalement, ici, nous avons les différentes fonctions des cellules TH2. Donc, nous avions dit que cette cellule produit beaucoup de produits, par exemple, des cytokines de la réponse TH2. D'abord, il faut noter que l'interleukine 5 est une cytokine qui va permettre d'activer l'éosinophilie. Et donc là, on aura une hyperéosinophilie. L'interleukine 5, donc médiée par l'interleukine 9, ils vont une activation des RFC1. Et ceci va un signal d'activation une interaction qui va le contenu des granules comme les histamines. Et ces cellules, l'histamine, par exemple, s'ils se fixent sur les cellules de goblet cells, ils vont permettre, par exemple, d'augmenter la sécrétion de mucus, mais également de résister donc, au niveau des mucus. Donc là, c'est des cellules de la muqueuse intestinale qui va augmenter la production de mucus, mais également une substance qu'on dit une résistine, la sécrétion de résistine. Donc, il y a également la possibilité des cellules de faire une réponse, par exemple, une expulsion des vers adultes. Donc, il y a également une possibilité d'activer le macrophage, c'est une activation du macrophage
l'interleukine 21, donc et ceci, le macrophage va participer à la formation d'un fibrome. Donc, il y a une production d'un tissu fibrosé. Donc, pour l'interleukine 25, il va produire une cellule qu'on appelle une cellule qui exprime la RFC epsilon 1. Donc, et ceci cette cellule va générer des réponses, va produire des cytokines de type TH2. Donc, globalement, voici les différents effets des cellules TH2. Donc, ici, ce schéma permet de résumer un peu la réponse, par exemple, la réponse immunitaire lors d'une infection due au schistosome. Et globalement, en fonction des phases, par exemple, la phase aiguë, vous voyez ici, pour la phase aiguë, où on produit, par exemple, des cercaires jusqu'au ver adulte et des œufs. Donc, pendant cette phase, on a, par exemple, les parasites produisent des substances qui sont excrétées ou bien qui sont sécrétées. Et ces substances vont agir, par exemple, vont être reconnues par les kératidocytes, les cellules de Langerhans ou bien les cellules dendritiques. Et ceci va permettre d'avoir des réactions qu'on appelle à type de dermatite. Donc là, c'est une réaction à type de dermatite. Et donc ici, on va activer, par exemple, les macrophages de type 1. Et les macrophages de type 1 produisent, par exemple, les cytokines pro-inflammatoires. Donc, et ceci va s'accompagner au niveau lymphocytaire d'une réponse TH1. Par contre, si on tourne vers la chronicité, il y a d'abord au niveau tisculaire la formation d'un granulome, mais également on va avoir un phénotype de réponse TH2 avec l'activation alternative des macrophages qui seront cette fois-ci. C'est quoi dedans? Juste pour souhaiter joyeux anniversaire. Je vais chanter. Donc, phage M2 qui vont produire cette fois-ci des cytokines pro-anti-inflammatoires. Donc, et orienter la réponse vers la réponse TH2. Donc, et là, après, on aura une phase de granulome, de formation de granulome. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Si je reviens de là où je viens, je fais une. S'il vous plaît. Je vais aller prendre mon argent. Donc, ça va pas durer. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez fermer. La formation du granulome, ici, l'objectif, c'est surtout d'isoler les parasites. Donc, si les macrophages hyperactivés ne parviennent pas à détruire les parasites, on va isoler le parasite par des cellules, si le système immunitaire ne vient pas brasser de ce pathogène. Par exemple, les œufs de schistosome. Alors, et pour la formation de ces granules, on a besoin des réponses des cellules TH1, mais également des macrophages qui vont libérer des facteurs qui vont assurer la formation de fibres pour encapsuler et former un tissu granulomate. Donc, pas de granulome, pas d'encapsulation. Donc, si on n'a pas de lymphocyte TH1, on ne peut pas produire des granulomes. Donc, les TH1 sont essentiels pour la granuloformation. Alors, quels sont les mécanismes mis en place par les parasites pour échapper à la réponse immunitaire? Ils ont développé plusieurs types de mécanismes pour échapper à ces réponses immunitaires. D'abord, il y a des parasites qui peuvent se localiser dans des zones inaccessibles au système immunitaire. C'est le cas, par exemple, d'Entomoeba histolytica et de Trichinella spiralis, qui sont des parasites protégés par l'intermédiaire de KISS. Donc, c'est des parasites qui vont former des KISS, qui sont des formes de résistance. Il y a également la possibilité de s'entourer de collagène. C'est l'exemple de Onchocerca volvulus. Comme les ténants. On a aussi l'exemple des parasites intracellulaires qui évitent l'action des anticorps. C'est l'exemple de Trypanosoma cruzi, Leishmania, mais également de Plasmodium.
Donc, ils ont des stades intracellulaires et des stades extracellulaires. Donc, en phase intracellulaire, les toxoplasmes ne permettent pas une activation de la voie alterne. Il y a d'autres une résistance à la lyse par le complexe d'attache membranaire. C'est l'exemple de Leishmania major. Donc, il exprime la lipophosphoglycane. Et cette lipophosphoglycane retrouvée au niveau de sa paroi ne permet pas d'activer et de maintenir le complexe d'attaque membranaire. Donc, si on forme le complexe d'attaque membranaire, ce complexe ne pourra pas se fixer sur la paroi. Donc, il est, par exemple, il n'est pas inséré sur la paroi pour assurer une lyse. L'autre aspect, c'est la synthèse de substances qui peuvent inactiver le complément. Par exemple, Trypanosoma cruzi a une glycoprotéine ou de résister à la phagocytose, surtout pour les parasites à développement intracellulaire comme Trypanosoma, Toxoplasmia, la forme pramyzigote, mais également la forme amazygote. Donc, ces cellules, ils vont survivre à l'intérieur du macrophage, donc par plusieurs mécanismes. Ils peuvent soit résister aux enzymes lysosomiales et se diviser dans le phagosome, dans le phagolysosome, par exemple les leishmanies, ou bien il sort du phagosome et survit dans le plasma. C'est l'exemple de Trypanosoma cruzi. Ou bien il empêche la fusion du phagosome et du lysosome. Donc, il y a également un échappement qui peut être médié par l'échappement à la reconnaissance par le système immunitaire avec deux phénomènes. Il y a des parasites varier leur âge à faire un réarrangement des gènes pour changer ces antigènes de surface et échapper à l'immunité adaptative. Donc, si on change les antigènes, les motifs antigéniques, donc, ce sera donc une nouvelle réponse qui va être mise en place. Donc, pour Plasmodium falciparum, il y a une variation des antigènes qui est liée au stade. Donc, c'est pourquoi c'est difficile de trouver des antigènes immunodépendants, des antigènes immunodominants, parce qu'à chaque stade de développement, il y a une modification des antigènes de surface. Ce qu'on appelle, par exemple, pour le Plasmodium falciparum, érythrocyte membrane protéinoire, et les variantes de surface des glycoprotéines. Donc, ce sont des antigènes qui vont changer en fonction des stades de développement. Donc, il y a également la possibilité d'acquérir des antigènes de l'individu. Ces hommes, parfois, ils se retrouvent des protéines humaines, comme il prend par exemple l'antigène des groupes sanguins. Et de ce fait, l'organisme va les considérer comme du soi. Il y a également la possibilité de resetting des globules rouges par Plasmodium falciparum, qui permet d'échapper à la l'immunosuppression du système immunitaire de l'individu. C'est-à-dire, ici, on bloque la réponse immunitaire. Or, par exemple, il y a la possibilité de rompre la membrane des lymphocytes. C'est l'exemple des larves de Tryperalis. Donc, ils vont sécréter des substances lymphotoxiques. Il y a également un clivage des protéines, un clivage des immunoglobulines G. Et ceci va permettre d'inhiber la réponse médiée par les cellules. Donc, l'autre aspect, c'est l'inhibition de la maturation des cellules dendritiques ou bien d'induire la production de cellules T régulatrices. Donc là, c'est le mécanisme utilisé par les microfilaires. Donc, il y a également la possibilité de libérer de grandes quantités d'antigènes solubles. Et ceci
va permettre de neutraliser les anticorps circulants, induire une tolérance et puis de bloquer les cellules effectrices. Donc, quels sont les effets induits par les parasites? Donc, l'immunopathologie induite par les parasites, donc c'est l'ensemble des réactions néfastes découlant de l'interaction entre le parasite et son hôte au cours de la réponse immunitaire. Donc, en général, ce n'est pas causé directement par le parasite, mais par l'effet des réponses immunitaires. D'abord, nous avons l'hypersensibilité immédiate. Donc, l'hypersensibilité immédiate, il y a la possibilité de l'hypersensibilité immédiate. Donc, c'est pratiquement la présence d'aptènes, des aptènes qui sont des motifs du parasite et qui sont susceptibles, par exemple, de déclencher une hypersensibilité de type 1. Il y a également la possibilité d'avoir une hypersensibilité par immunocomplexe. Donc, on l'a vu la dernière fois, le dépôt d'immunocomplexe dans le cadre, par exemple, d'un syndrome néphrotique induit par le paludisme. Donc, c'est des antigènes du parasite. L'organisme va produire des anticorps. Et ces anticorps, par exemple, ont les mêmes motifs moléculaires qu'un antigène donné de l'individu. Par exemple, un antigène qu'on retrouve au niveau du rein. Et ces anticorps vont secondairement détruire les reins par fixation et activation du complément. Et ceci, donc, va entraîner, par exemple, le syndrome néphrotique qu'on observe avec le paludisme. Il y a également les réactions granulomateuses qu'on a vues. Il y a une possibilité d'avoir des réactions granulomateuses à chaque fois que les macrophages hyperactivés ne parviennent pas à détruire le pathogène. Donc, on va vers une granuloformation. Et ceci, par exemple, peut se faire avec des parasites à localisation oculaire qui vont entraîner